Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de retour sur Article 35, l'émission de TV Bruit qui se tient à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je suis avec Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler des traités de libre-échange, pour rappeler un peu où on en est, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très important, qui reste présent un peu tout le temps à l'esprit des militants, on va dire, mais il est très facile de perdre de vue l'évolution des négociations sur ces traités. Et j'aimerais du coup qu'on essaye de faire un rapide tour d'horizon sur les traités en cours de négociation, où ça en est, lesquels ont été conclus, lesquels n'ont pas été conclus. Alors avant peut-être d'arriver aux accords de libre-échange eux-mêmes, juste parce que souvent les personnes se demandent ce que c'est ces accords, d'où ça vient ces accords de libre-échange. Il faut rappeler que ce qui est le plus connu, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est ce qu'on appelle les négociations multilatérales. Donc entre les 150 pays de l'OMC. C'est ce qui permettait, disons jusque dans les années 90-2000, de faire avancer la libéralisation des marchés, c'est-à-dire la concurrence débridée entre les pays, les entreprises, etc. Et en fait, depuis les années 2000, disons, les négociations de l'OMC patinent énormément pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les pays du Sud s'organisent de plus en plus dans le cadre de l'OMC et les pays du Nord ne peuvent plus imposer autant qu'ils veulent une libéralisation en fonction de leurs intérêts propres. Et donc du coup, il y a un nouveau vecteur qui est utilisé aujourd'hui pour aller plus loin que l'OMC et continuer à libéraliser les marchés. C'est ce qu'on appelle ces accords de libre-échange bilatéraux, c'est-à-dire des accords qui sont directement entre deux groupes de pays, de régions. Par exemple, j'en reparlerai certainement, entre l'Union européenne et le Canada ou entre l'Union européenne et les États-Unis, etc. Ces accords-là, il y en a aujourd'hui plusieurs centaines qui sont notifiés à l'Organisation mondiale du commerce, parce que pour faire un accord de libre-échange, il faut que l'OMC l'accepte. Et une des conditions, c'est d'aller plus loin dans la libéralisation des marchés. Vous n'avez pas le droit de faire un accord pour vous protéger davantage. Voilà. Et donc il y en a des centaines qui sont signés et l'Union européenne elle-même en a conclu déjà des dizaines et est en train d'en négocier des dizaines. Alors quels sont ceux qui sont aujourd'hui, disons, au-delà? Alors déjà il y en a plein qui sont déjà conclus et mis en œuvre, il y en a plusieurs dizaines, notamment les pays avec lesquels on allait le plus loin dans la libéralisation des marchés, c'est le pourtour méditerranéen et disons l'Est, l'Ukraine, le Caucase, etc. Et ensuite, il y a des gros accords qui viennent d'être conclus et mis en application. C'est l'accord Union européenne-Canada. Le CETA. Voilà, le CETA. Il est mis en application partiellement, d'accord, provisoirement, sur une grosse partie. Quelles sont les parties qui n'ont pas été mises en application? Le seul parti réellement qui n'est pas mis en application, enfin le gros morceau, c'est ce qu'on appelle l'Investment Court System, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un tribunal d'arbitrage qui fasse que les multinationales peuvent attaquer les États et les régions, et l'Union européenne, parce qu'ils considéreraient, par exemple, qu'on se protège trop vis-à-vis des pesticides ou trop vis-à-vis, etc. Donc ça sera un moyen pour les multinationales d'attaquer directement, y compris des collectivités locales, sur certains sujets. Ça, c'est pas encore passé, tout simplement parce que le Parlement européen a voté le CETA. D'accord ? Il faut d'abord que le Parlement européen vote, puisque c'est pas la France qui a le mandat commercial, c'est l'Union européenne. On avait donné notre mandat au Parlement pour le faire, quoi. Voilà. Donc le Parlement européen... c'est la Commission européenne qui a négocié, c'est le Parlement européen qui le signe, qui le ratifie. Mais il faut aussi, en ce qui concerne le CETA, la ratification des parlements nationaux. Et donc là, on est en cours de ratification. Donc, il y a quasiment tout qui est mis en œuvre, sauf l'Investment Court System, en attendant la ratification de tous les États. Pour l'instant, il y a plein d'États qui n'ont pas encore voté. Par exemple, le Parlement français n'a pas encore voté. Voilà, le rapport de force, vous savez que Macron est ultra-libéral, donc on s'attend évidemment à ce que les marcheurs qui votent bien souvent comme l'exige leur maître, enfin toujours comme l'exige leur maître, on s'attend évidemment à ce que ça penche du côté du oui. Mais il y a quand même une bataille décisive à mener, parce que s'il y a un seul pays qui vote contre le CETA, une seule Assemblée nationale qui vote contre le CETA, eh bien le CETA tombe complètement. Et si le CETA tombe, franchement, ça met vraiment du plomb dans l'aile
dans les accords de libre-échange. Oui, surtout qu'en plus on a des arguments de poids. Typiquement là, les tribunaux d'arbitrage dont tu parles, on a vu ils ont lieu dans l'ALENA, je crois, et il y avait eu des exemples typiquement au Québec qui avaient été attaqués par des compagnies pétrolières. Et ça avait eu des conséquences dramatiques, des amendes de plusieurs millions d'euros à payer à des compagnies via ces tribunaux-là. Tout à fait. Et donc en fait, c'est assez aberrant de se rendre compte qu'on est conscient des dégâts que font ces accords-là et de voir que pour autant les parlements ont l'air plutôt prêts à voter pour, quoi. Et donc il y a le CETA, il y a le TAFTA, ça en est où ? Alors le TAFTA, à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, en fait, Donald Trump avait enterré les négociations. On était en négociation, hein. C'est-à-dire que la Commission européenne, qui a le mandat de négocier, et l'administration américaine ont négocié pendant des années. Trump est arrivé au pouvoir, il a cessé les négociations parce qu'il a une position très nationaliste, etc. Et en même temps, il est en train de réouvrir les négos en ce moment. Donc, mais ça, c'est Trump qui a une position qui varie. Il est complètement imprévisible et surtout, manifestement, il se dirige vers une réouverture de ces négociations. Surtout Trump, c'est pas du très long terme, quoi. Il suffit qu'il y ait un libéral qui revienne après et les négociations pourront être ouvertes à nouveau. Bien entendu, d'ailleurs, c'est ce qu'espèrent les libéraux européens. C'est que en fait, Trump, il n'est pas éternel et puis que de toute façon, même sous Trump, faut bien voir que Trump, ce n'est pas un adversaire du libre-échange. C'est un mercantiliste pur. C'est quelqu'un qui cherche l'expansionnisme de ces multinationales. Et donc Trump lui-même est en train de se dire le TAFTA, ça sent peut-être bon pour mes multinationales, donc on rouvre les négociations, quoi. Et si on va même plus loin, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais j'avais entendu la réflexion comme quoi finalement, le CETA étant mis en application, le TAFTA ne sert... Enfin, ils peuvent contourner, étant donné qu'il y a déjà l'ALENA, où ils ont les États-Unis avec le Canada et que le Canada a le CETA avec l'Union européenne. Est-ce que ça permet de contourner ou est-ce que c'est pas vraiment vrai, ça ? Non, c'est des cas marginaux, ça sera pas... Je veux dire, les conséquences d'un accord sur le CETA seraient énormément plus importantes que le fait de pouvoir faire passer certains produits via le Canada, parce qu'il y a quand même des règles d'origine. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'un produit soit considéré comme fabriqué au Canada, ou en partie fabriqué au Canada, pour que ça puisse ensuite bénéficier des baisses du démantèlement des droits de douane qu'on a octroyé d'ores et déjà vis-à-vis du Canada. Mais ça s'est vu, ça, il suffit de mettre l'usine de mise en boîte au Canada, la production est aux États-Unis, fabriquée au Canada. C'est pas aussi simple que ça, il y a plein d'indicateurs on calcule les règles d'origine. Donc il y a plein de calculs pour prouver qu'un produit est canadien ou états-unien, etc. C'est pour dire que le TAFTA aurait des conséquences désastreuses. On ne peut pas dire que, en gros, le TAFTA, c'est comme s'il était déjà passé. Je prends l'exemple, moi que je connais mieux, qui suit de la viande bovine. Bon. La viande bovine, là, on a ouvert énormément au Canada. Donc, on a au lieu, en gros, de 4 000 tonnes équivalent carcasse, on va accepter 65 000 tonnes équivalent carcasse de droits de douane nuls du Canada vers l'Europe. Donc, ils ont des coûts de production énormément inférieurs parce qu'ils ont le droit, par exemple, de nourrir leurs animaux aux farines animales. Nous, on n'a pas le droit. Parce qu'ils ont d'énormes feedlots d'engraissement. C'est-à-dire que nous, on engraisse dans des exploitations familiales de 50 à 100 vaches. En France, par exemple, eux, ils engraissent dans des feedlots de dizaines de milliers de bêtes. Bon. Ils ont des abattoirs qui sont d'immenses usines. Et Bigard, à côté, en France, c'est rien du tout. Dans des multinationales, d'énormes structures. Donc, ils ont des coûts de production énormément plus faibles, avec des normes sanitaires, phytosanitaires, environnementales, en moyenne beaucoup plus basses. Donc, c'est clair qu'en viande bovine, via le CETA, ça va être une catastrophe. Mais si jamais on fait la même chose vis-à-vis des États-Unis, je veux dire, ça va être puissance je ne sais combien. Et alors, il faut bien voir, puisqu'on parle des accords de libre-échange, qu'il y a un autre accord de libre-échange, en tout cas pour l'agriculture, mais pas seulement, mais en particulier pour l'agriculture qui va être catastrophique. C'est l'accord qui est en train de se négocier avec le Mercosur, donc notamment Brésil, Argentine, Uruguay, enfin voilà, quelques pays d'Amérique latine, grands pays d'Amérique latine, qui pour le coup là, ont des coûts de production énormément inférieurs, avec d'énormes... en tout cas, un agrobusiness, c'est-à-dire une partie des exploitations énormes qui font l'exportation et qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous, etc. Et ça va être délétère. Donc, en gros, là, je suis un peu technique, je suis désolée, mais
avec tous les accords qui sont en train d'être négociés, ce qu'a montré la Commission européenne à travers un rapport, c'est qu'en gros, on passerait à 300 000 tonnes équivalent carcasse de droits de douane nuls, ce qui est une catastrophe pour le secteur de la viande bovine. Et puis pour la santé des citoyens aussi, tout simplement. Pour la santé des citoyens, pour l'agriculture paysanne et familiale, parce que quand même, il reste l'essentiel de l'agriculture en Europe, ça reste de l'agriculture familiale. Sauf que y a plein de pays dans lesquels c'est plus le cas. Et l'essentiel aujourd'hui des volumes de production et d'export, enfin en tout cas des volumes d'export dans des pays comme le Brésil ou l'Argentine, c'est quand même d'énormes exploitations, beaucoup sont capitalistes. Et donc il faut bien voir qu'on a quand même un modèle d'agriculture familiale qui est en danger. Et je vais vous dire, pour que même le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, s'oppose au CETA, c'est que je peux vous dire que voilà, côté agriculture, ça va faire très très mal. Et vous avez raison, ça va faire mal côté alimentation, côté santé, etc. Parce que ça veut dire un nivellement vers le bas des normes sanitaires, phytosanitaires, etc. Donc là, c'est un tour d'horizon peu réjouissant des conséquences que peuvent avoir la finalisation de ces accords de libre-échange. J'aimerais revenir sur les résistances qu'on peut y apporter. Ouais. Et justement, l'aspect... qui montre que la pression pour signer ces accords de libre-échange met à mal le peu de démocratie qui reste au sein de l'Union européenne. Je voulais reprendre l'exemple du TAFTA, justement, où il y avait eu l'initiative citoyenne qui avait réuni plusieurs millions de signatures et qui avait été balayée d'un revers de main par la Commission européenne. Et là, tu viens de me parler d'un rapport de la Commission européenne qui montre elle-même que d'accueillir 300 000 tonnes équivalent carcasse, ça va être une catastrophe pour nous. Elle ne dit pas que c'est une catastrophe. Oui, mais elle nous donne les arguments pour se faire battre, on va dire. Et comment tu analyses, toi, cette grosse difficulté à résister à ces accords de libre-échange? Alors d'abord, juste pour remonter le moral, on a eu quand même quelques mini-victoires, certes partielles, mais par exemple en France, c'est vraiment la bataille contre le CETA qui fait qu'il y a eu une majorité de députés européens élus pour la France, une majorité a voté contre ou s'est abstenue, y compris dans le camp des Républicains, notamment sur la question agricole. Et ça vient pas de nulle part, c'est toute la mobilisation. Alors des mouvements sociaux, de scientifiques, d'intellectuels engagés, mais aussi des organisations agricoles, mais y compris les organisations agricoles. Bon, mis à part la conf paysanne, mais les autres, si elles sont arrivées sur ces positions-là, c'est aussi parce qu'il y a eu tout un travail par les ONG, les mouvements sociaux, etc. Alors, évidemment, après, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'élection d'un gouvernement, d'un président et d'un président et d'une Assemblée nationale ultra-libérale, parce que ce que je raconte, c'est que Macron, il est viscéralement néolibéral. Donc pour lui, les accords de libre-échange, ça fait partie de l'ADN de son programme. Donc évidemment, entre-temps, on a cette élection-là qui fait que ça va être très compliqué de se battre contre le vote positif à l'Assemblée nationale pour le CETA. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras parce qu'il y a plein... Et d'ailleurs, ça peut aussi se passer dans d'autres pays. Alors les Italiens, mais il faut s'en méfier parce que d'abord, c'est le populisme de droite, mais a annoncé qu'ils ne voteraient pas pour le CETA à l'Assemblée nationale. Il faut se méfier quand même parce qu'ils sont capables de négocier ça contre... finalement de négocier un vote positif contre une régression sur les migrations au niveau européen. Enfin bon, voilà, il faut se méfier. En tout cas, il y a quand même 28 assemblées nationales qui doivent se prononcer. Il suffit qu'il y en ait une seule qui dise non au CETA pour qu'on fasse tomber le CETA. Et je vous assure, ça va faire tomber beaucoup d'accords de libre-échange par la suite. Parce que si les pays savent qu'en Europe, on a fait tomber un accord de libre-échange, je peux vous dire que ça va mettre du plomb dans l'aile de toutes les négociations. Au niveau de mobilisation, on en est où? Parce moi, je me souviens très bien qu'il y a 5 ans, 6 ans, quand on parlait beaucoup du TAFTA et du CETA, il y avait une immense mobilisation. Il y avait régulièrement des mouvements citoyens à Bruxelles. Vraiment, la société civile était très active là-dessus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à la voir partir dans le brouillard. Ça s'est calmé, en fait, ça s'est calmé, grosso modo, entre le vote du Parlement européen l'année dernière, où on a eu l'impression, en tout cas en France, parce que une certaine victoire, et en même temps, on n'a pas encore le vote, le moment où l'Assemblée nationale va voter. Je pense que le jour où quand on apprendra le calendrier et quand est-ce que ça passera,
on pourra vraiment agir avec un calendrier de mobilisation, etc. Mais quand même, le collectif anti-CETA est en train d'agir. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne se voit pas forcément, hein. Il n'y a pas des grandes actions spectaculaires, mais il y a tout un travail aujourd'hui d'interpellation des députés, de la population, etc., de production d'analyse, avec un collectif qui regroupe des tas d'associations, syndicats, etc. Et alors, on le disait ce matin dans un atelier sur les accords de libre-échange, quelque part, alors évidemment on ne peut pas le dire comme ça, mais si le TAFTA revient dans les négociations, c'est du pain béni pour nous. Ça va relancer la mobilisation. Parce que voilà, il y a aussi ce spectre, enfin je veux dire, les États-Unis représentent quelque chose. Évidemment sur le TAFTA, ça sera, à mon avis, beaucoup plus facile de mobiliser. Pour des bonnes ou mauvaises raisons, qu'importe, mais de toute manière, ça sera, voilà, le TAFTA sera une énorme menace et ça sera tellement gros ce qui nous attend que ça sera sans doute beaucoup plus facile de mobiliser contre le TAFTA. Et ce qui est important, je le dis parce que les mouvements nationalistes d'extrême droite, etc., sont de plus en plus, ont quand même pignon sur rue aujourd'hui et en plus s'attaquent à ce type d'accord. Il faut vraiment que nous, on ait un message très clair. C'est en solidarité, c'est les citoyens contre les multinationales. On ne va pas se battre l'Europe contre les États-Unis. C'est tous les citoyens qui vont pâtir de ça face aux multinationales européennes et américaines. Parce que si le TAFTA passe, il ne faut pas croire, hein, les multinationales européennes, elles vont être ravies. Donc et ça, il va falloir surtout qu'on soit très clair dans notre discours, y compris parce que les populistes de droite, par exemple en Italie, se sont saisis de cette bataille-là, etc. Donc il faut vraiment qu'on martèle que nos fondamentaux, nos valeurs là-dessus, c'est la solidarité internationale, les citoyens contre les multinationales, et pas, par exemple, les Canadiens contre les Européens. Voilà. Eh bien, on va rester là-dessus. Malheureusement, on a largement dépassé le temps. On va conclure là-dessus et on se retrouve pour se mobiliser tous ensemble quand le vote contre le CETA viendra, du coup. Voilà, quand on saura. Et même dès maintenant, il y a un site, il y a un collectif et il y a plein de collectifs locaux qui existent aussi. Voilà. Merci beaucoup Aurélie d'être passée sur le plateau. Anti-TAFTA, anti-CETA. Voilà. Anti-TAFTA, anti-CETA, on le fera passer du coup en rediffusion, en bandeau. Ouais. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Bonne fin de journée, bonne fin d'université. Bonne journée.